commencer de ce pas. Bienvenue à ce webinaire sur la vulnérabilité qui concerne Log4j, qui fait rage présentement pour ceux qui sont dans le domaine des technologies d'information. Probablement que vous avez passé des nuits blanches dans les derniers jours et il reste peut-être encore quelques jours encore. Et là, ben, que pouvez-vous faire? Il y a des gens ici, on le sait, qui pourraient être plus techniques, des gens qui sont probablement moins techniques aussi. On va essayer de s'adapter. Ça se pourrait que ceux qui sont moins techniques à certains moments qu'il y a des concepts là, qui soient plus difficiles à comprendre, mais à ce moment-là, osez poser des questions, on va revulgariser et par la suite aussi, ça va vous donner de l'information que vous pourrez diffuser soit à vos partenaires informatiques, soit à votre staff TI qui, eux, seront en mesure de vous accompagner dans ça. Et on va débuter de ce pas. Et bien, pour ceux qui ne me connaissaient pas déjà, mon nom, c'est Jean-Philippe Racine, président de groupe CyberSWAT. C'est moi qui va être votre animateur aujourd'hui. Et bien, c'est vraiment un jour, ben, je vais dire spécial, c'est pas une bonne nouvelle, là, mais c'est quand même un jour spécial aujourd'hui. Dans les derniers jours, comme je partageais à Cindy qui est ici présente, je me sentais un peu dans un Twilight Zone. Ouais, Cindy qui vient d'ouvrir sa caméra. Un peu comme ce qu'on avait fait au début de la pandémie. Il y avait eu le lockdown le 13. Le 13 mars dernier. Mars ou février, là, ça m'échappe. Là, Mars Mars, oui, 2020. c'est ça. Mars 2020. Mais Donc, 20, ouais. excusez. Suite à ça, toute la fin de semaine, j'étais comme là, il faut faire de quoi, il faut faire de quoi. Puis le lundi matin, on avait envoyé en urgence une invitation de webinaire. Et là, ben, c'est exactement ce qu'on a fait cette fois-ci. Et on va commencer de ce pas. Et là, ben, ce que je voulais juste rappeler, c'est que ben, nous, notre mission chez CyberSWAT, c'est vraiment de protéger l'humain à l'ère du numérique en protégeant les informations les plus critiques des entreprises. Et bien, ça rejoint de plein cœur la mission également de Trend Micro et de Fortinet. Et c'est pour ça qu'on participe tous ensemble à vous informer. Aujourd'hui, il y aura également des co-animateurs via le chat et le Q&A. Il y a Cindy Felds qui est au développement des affaires et marketing chez CyberSWAT, ainsi que Sylvain Bélanger, conseiller en sécurité, qui vont pouvoir monitorer ça et au besoin nous envoyer de l'information là, pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Maintenant, présentation des panélistes. Dans un premier temps, il y a Nicolas Milo chez CyberSWAT. Nicolas, est-ce que en quelques instants, tu pourrais te présenter? Yes, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis du côté Red Team, donc côté offensif, chez CyberSWAT depuis plus d'un an. Donc, c'est moi aujourd'hui qui va vous faire la petite partie technique avec ou sans capuche sur mon hoodie à voir. Super, Nicolas. Maintenant, on va vous présenter Fouad de Trend Micro qui va se présenter à l'instant. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Fouad Hamda, je suis ingénieur spécialiste en cybersécurité chez Trend Micro Canada. Donc, je vais vous parler un peu comment Trend Micro fait pour prévenir ce genre de vulnérabilité dans votre environnement. Super, merci Fouad. Et le dernier panéliste, mais pas le moindre, Guillaume Chabot chez Fortinet. Dis-nous un mot sur toi. Oui, ben bonjour à tous. Merci de participer au webinaire. Je m'appelle Guillaume Chabot. Je suis expert en sécurité prévente chez Fortinet, donc SE pour les clients, effectivement. Super, merci Guillaume. Et là, ben, je vais commencer quand même pour la mise en contexte. Vous avez reçu certaines informations via nos communications dans les derniers jours, mais pour ceux qui n'auraient pas eu le temps d'approfondir, d'abord, qu'est-ce que Log4j exactement?
pourquoi on parle de ça? C'est que l'élément clé, c'est que ça s'appelle plutôt Apache Log4j. C'est une librairie Java qui permet de faire de la journalisation dans les systèmes informatiques. Puis, il y a eu une première version il y a plus de 20 ans. Là, fait que ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que, étant donné que ça fait longtemps que c'est dans le marché, c'est distribué à très grande échelle et c'est pour ça que ça fait tant de bruit, notamment. Et là, ben, du côté de la version la plus récente en ce moment, c'est la version 2.16 qui date d'hier. Il y a eu aussi une version 2.15 de la semaine dernière qui a sorti au début de toute cette aventure-là, mais que finalement, ils ont eu besoin de refaire une mise à jour et c'est tout chaud. Fait que même ceux qui auraient déjà agi et aller vers la version 2.15, il y a une autre mise à jour à réappliquer dès maintenant. Et là, ben, comme je le disais, là, c'est utilisé dans une multitude de produits. Fait que ça se pourrait que vous-même, vous ne l'avez pas intégré, mais par des produits tiers comme VMware, par exemple, qui contient par certaines fonctionnalités des librairies de ce type-là, ben là, ça fait en sorte que c'est pas nous directement qui a besoin de mettre à jour le Log4j, mais VMware doit mettre à jour et après ça, il faut mettre à jour notre VMware. Puis on sait que VMware est utilisé chez une grande majorité d'entreprises. Puis là, je parle de VMware, mais c'est simplement à titre d'exemple parce qu'il y a une liste très importante d'entreprises qui sont affectées comme ça. Et bien là, ce que ça veut dire, c'est que vous l'avez probablement sans le savoir. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Là, le 24 novembre dernier, ben là, c'est là que il y a eu la découverte officielle de la vulnérabilité qui a eu le petit nom de Log4Shell. Vous allez comprendre un peu plus loin avec la démo de Nicolas pourquoi ce nom-là. Et ben là, le 9 décembre, il y a eu la diffusion publique avec ce qu'on attribue un CVE. Pour ceux qui ne connaissent pas un CVE, c'est un numéro unique qui est attribué à chacune des vulnérabilités. Et bien là, il y a une cote de risque de 10 sur 10. Le maximum, c'est 10. Et ben, on est exactement dans cette situation-là. Des fois, ça arrive, mais sur des produits de niche qui sont utilisés juste à l'interne des réseaux. Mais là, c'est souvent utilisé de manière externe. Puis là, quand la vulnérabilité est exécutée, ben, elle est utilisée par les pirates. Ce que ça permet, c'est une exécution de code informatique à distance sans authentification. Fait que c'est là tout le danger puis le pourquoi le branle-bas de combat mondial qu'il y a en ce moment. Et bien là, ça affecte plus spécifiquement les versions 2.0.1 jusqu'à 2.15.0. 2.15.0, on pensait que c'était complètement patché, mais là, il semble avoir eu des nouveaux éléments qui ont été trouvés. Et là, c'est pour ça qu'on parle d'aller vers la version 2.16. Donc, de mon côté, c'est ce qui termine ma présentation à plus haut niveau. Et là, ben, j'ai le temps à Nicolas d'intervenir pour nous faire sa petite démo et également nous parler d'un point de vue un peu plus technique, là, en quoi consiste la vulnérabilité. Donc, pour information, là, on entend souvent parler là, du GNDI, là, on se fait lancer des liens GitHub, on se fait lancer plein de trucs pour aller voir, puis là, on ne comprend pas trop. Donc, c'est le Java Naming and Directory Interface. Donc, c'est ce que ces 4 lettres-là veulent dire. Comme mentionné tantôt, c'est une librairie Java qui est open source, qui a été faite pour Apache, qui a été faite par Apache. Donc, voici le pourquoi du Apache, mais c'était important de comprendre que c'est bel et bien une librairie de Java qui est affectée. Ce qu'il faut comprendre de cette attaque-là, c'est que le Log4j, il fait un network lookup au moment là, de la transfert de log. Donc, à ce moment-là, c'est possible pour un attaquant de passer certaines commandes, puis que le serveur va trust, puis qu'il va faire un lookup dessus. Donc, pour vous, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est une petite démo. Donc, ça va être une démo bien simple. On va seulement créer un fichier texte dans un directory.
Ce qu'il faut comprendre de ce processus-là, c'est seulement en créant un fichier texte dans un directory, on peut comprendre qu'on va pouvoir passer n'importe quelle autre commande. Donc, c'est vraiment à des fins de preuve. Donc, ici, pour vous, j'ai un serveur ici qui s'appelle sur un IP local. Puis, c'est marqué Hello World, mais vous pouvez imaginer votre site web ou n'importe quel autre serveur web ou Nicolas, je prends juste un moment. Si jamais tu es capable dans ton partage de zoomer un peu, on a des commentaires à l'effet que l'écran est peut-être un peu petit. Là, je sais que tu avais eu du budget pour avoir un écran 8K, là, fait qu'il va falloir que tu zoomes une petite affaire si tu es capable. On devrait être capable de faire quelque chose. Donc, ici... Donc, ici, vous pouvez voir, c'est donc l'application vulnérable qui est ici. Donc, ce qu'on peut comprendre en ce moment, c'est que tous les fichiers qui sont ici, c'est des fichiers qui sont là de base. Donc, pour l'instant, tout est en bonne uniforme. Notre serveur web, en ce moment, il est sur le IP 128. Mon attaquant, c'est la machine juste ici. Puis lui, il a le IP 129. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, je vais juste voir si je peux... parce que celui-là aussi doit être petit, mais là, je suis dans la VM. Mais je vais faire de quoi pour vous? Même si ce n'est pas à la bonne place, je vais pouvoir vous zoomer ça ici. Donc, ici, on peut voir, là, donc, le serveur qu'on attaque, c'est lui ici. Donc, c'est le même IP que ce qu'on voit ici. Puis ici, c'est la machine de mon attaquant. Donc, c'est ici là, que l'attaquant va utiliser la fonction lookup, comme que je viens de parler, pour pouvoir ensuite passer la commande qui serait la commande malicieuse. Donc, à ce moment-là, c'est là ici que la personne ferait son hack. Donc, à ce moment-là, puis on peut voir ici, là, la seule chose qu'on va faire, c'est créer un fichier qui va s'appeler cyberswat.txt. Puis, on va mettre dans ce fichier-là, cyberswat était ici. Donc, on peut comprendre que après ça, ben, il est possible de passer n'importe quelle commande. Donc, on va lancer ça sur le champ. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, malheureusement. Je n'ai rien de chinois à faire. Donc, c'est vraiment aussi simple. C'est pour ça qu'il est coté 10 sur 10. Donc, là, en ce moment, on a juste passé une commande qui est faite avec un curl, qui est simulé une web request. Puis à ce moment-là, si on prend le temps de vérifier notre serveur, on va voir ici qu'on a un nouveau fichier qui s'appelle cyberswat.txt. Puis si on prend le temps même de montrer le contenu de ce fichier-là, ben, tel que promis, on a un cyberswat était ici. Donc, ça, c'est pour la petite preuve. Évidemment, on aurait pu faire sortir une connexion à distance, j'aurais pu prendre contrôle total. Donc, c'est seulement pour le proof of concept. Donc, puis pour les gens qui voudraient savoir, bon, comment je peux savoir si je suis affecté par ça, Sylvain va publier dans le chat là, 2 liens qui fait une liste des produits software qui pourraient être affectés par ça. Donc, évidemment, ça bouge très rapidement. Donc, c'est à suivre. Puis, il y a aussi le tool, j'en profite pour faire la passe à Fouad, il y a le tool de Trend Micro. S'il adviendrait que votre serveur est accessible via le web, vous pouvez utiliser ce tool-là pour voir directement si votre serveur est accessible. Adviendrait que vous avez des serveurs que vous voulez tester, mais qui n'ont pas d'accès à Internet. À ce moment-là, ça va être un petit peu plus technique. Vous pourriez nous contacter là, en privé. Sur ce, Fouad, je te laisse la parole. Okay. Merci, Nick. Juste arrêter ton partage, comme ça, je pourrais... Et t'as une minute. Arrêtez de partager. Et voilà. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, parfait. Donc, commencez à partager avec vous un outil que Trend Micro a développé. Donc, l'outil, vraiment, c'est un outil web qui peut vous permettre d'identifier les applications serveurs qui peuvent être affectées par la vulnérabilité. Donc, l'outil va vous permettre d'avoir 3 options pour utiliser cet outil. Donc, la première, c'est vraiment à utiliser le JNDI qui est déjà généré, que vous pouvez utiliser directement dans vos serveurs. La deuxième façon de le faire, c'est pour tester tous les serveurs qui sont à l'interne. Donc, on vous fournit une fonction de curl
que vous pouvez générer par le site web. Par la suite, vous pouvez l'utiliser sur des sites web qui sont internes. Et finalement, c'est juste tous les serveurs qui sont publics. Et il suffit simplement de fournir l'adresse du serveur et à partir du site, vous pouvez faire un essai. Donc, j'ai ici un serveur qu'on a déjà monté chez Trend Micro avec cette vulnérabilité. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour un serveur, c'est simple, juste dans la portion testing, avoir l'adresse du serveur. On fait une demande, on envoie une requête qui va être envoyée directement au serveur pour faire valider s'il y a une vulnérabilité. S'il y a une vulnérabilité, on va avoir une réponse. Vous voyez ici que j'ai une réponse à partir du serveur qui va vous fournir, vous dire, vos serveurs, il est vulnérable à au Log4Shell. Et aussi, on a d'autres informations qui sont disponibles. Si je suis quelqu'un qui veut lire un peu plus, avoir plus d'informations sur la vulnérabilité. Donc, on a l'ancienne, la première, qui est le 44228 et celle qui est sortie juste hier, le 45046, pour la nouvelle vulnérabilité. Là, je vais un peu vous parler de tout ce qui est, je vais aller en écran, parler un peu de c'est quoi cette vulnérabilité, puis vous expliquer comment nous on fait, c'est comment on va aller pour aider les administrateurs et le patch management. Donc, généralement, après la vulnérabilité ou la divulgation d'une vulnérabilité qui est importante, il ne faut qu'un jour ou même moins pour un cybercriminel pour commencer à exploiter. Malheureusement, les organisations qui sont moyennes, ils prennent plus de 30 jours à appliquer des correctifs au système et aux applications standards, voire même des mois ou des années pour les systèmes et les applications qui sont beaucoup plus complexes. Donc, à titre d'exemple, il y a la vulnérabilité de Heartbleed, qui était comme un OpenSSL qui est utilisé pour des ransomware. Il y a des Shell Shock, des Poodle. Il y en a plusieurs qui sont identifiés à travers les années. Donc, vous parlez un peu de la protection qui est basée sur le hôte, qui est très importante, et particulièrement si vous avez des serveurs qui ne se trouvent pas derrière un pare-feu, par exemple, tout ce qui est dans le cloud. Avec un APS, exemple l'APS de Trend Micro qui est déployé sur l'hôte, directement, il bloque les mouvements latéraux à l'intérieur et même à l'extérieur du périmètre. Et par exemple, si on a des règles qui peuvent prévenir la propagation des ransomware latéralement, notre IPS bloque les propagations. Et juste un exemple pour vous illustrer, c'est les vulnérabilités qui a des machines qui ont affecté. Donc, nous, on va détecter puis prévenir au niveau du hôte lui-même. Donc, qu'est-ce qu'un virtual patching ou prévention des intrusions? Donc, là, on parle d'un module dans les produits de Trend Micro, comme Cloud One Workload Security, qui est dédié pour les serveurs dans le cloud, ou même on a des versions qui est Deep Security, qui est dans le on-prem, et aussi d'autres produits qui sont utilisés dans le réseau et même dans les endpoints. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il examine l'ensemble du trafic qui est rentrant et sortant au niveau du paquet à la recherche de déviations de protocole. Donc, des violations de politique ou de tout contenu pouvant signaler une attaque. Donc, le but est vraiment de prévenir et d'arrêter l'attaque et non seulement de la détecter. Donc, ce module détecte notamment et bloque les attaques connues comme Zero Day. Donc, ce module peut mettre en œuvre des règles pour éliminer le trafic conçu pour exploiter les vulnérabilités qui sont non corrigées de certaines applications ou du système d'exploitation lui-même.
de correctifs virtuels, ils protègent le système en attendant des correctifs qui sont permanents, comme le patch du manufacturier. Et on protège des serveurs de base de données, des données des web, des messageries, des FTP. Il y a une panoplie de serveurs qu'on protège. Donc, prévention des intrusions, il va fournir automatiquement des règles qui protègent les vulnérabilités récemment découvertes en quelques heures, et celles-ci peuvent être appliquées à des milliers de serveurs en quelques minutes sans redémarrage du système. Donc, on supporte des OS désuets comme 2003, 2008, des Linux, des Solaris, des IX. On a une panoplie de operating systems, de serveurs d'exploitation on va protéger à partir de notre IPS. Et ça, que ce soit dans les nuages, que ce soit on-prem, on a des règles qui vont être présentes, et on a des règles qui étaient depuis samedi dernier, qui étaient déjà disponibles pour nos clients pour les protéger de ces attaques et potentiellement des ransomware. Donc, d'ici ce côté, juste vous montrer, là, c'était à tête de la semaine dernière, de samedi dernier, on a déjà vu des triggers au niveau de nos systèmes de nos clients qui ont reçu des attaques. On voit que le PS, il fait son travail, puis il va protéger nos clients avec de cette vulnérabilité. Donc, on est là pour aider les équipes de SOC avec nos solutions XDR ou même des solutions d'autres que le managed XDR. Donc, les clients de Trend Micro, Vision One, qui est vraiment au centre de Trend Micro, qui va récolter tout le lac des données qui vient des serveurs, des endpoints, des réseaux. Donc, nos clients, ils bénéficient de capacités de détection XDR avec une intégration avec les produits. Et les indicateurs qui associés à cette vulnérabilité sont désormais inclus dans nos produits de XDR. Et la fonction de balayage des IUC, de Trend Micro avec Vision One. Donc, les clients qui ont activé cette fonction verront désormais la présence des IUC liés à ces menaces et qui sera ajoutée, il faudra ajouter à leur analyse télémétrique quotidienne. Donc, tous les clients qui vont utiliser Trend Micro, Vision One peuvent également effectuer un balayage rétrospectif des IOC qui est disponible afin d'identifier une activité potentielle de cette vulnérabilité. Et finalement, juste pour finir, notre Vision One offre plusieurs intégrations avec plusieurs produits des SIM comme Splunk. On fait des intégrations avec Fortinet et autres produits. Donc, le but de ces intégrations est vraiment de partager les objets suspects, et avec ce point, je transférerai à Guillaume qui va vous en parler plus avec les produits de Fortinet. Guillaume, à toi. Merci. Pendant que vous faites la transition puis que Guillaume repartage son écran, on a une question qui est rentrée dans le chat là, de Jean-Patrick Mercier qui demandait s'il pouvait tester son site web à l'aide de l'outil de Trend. Oui, effectivement, là, c'est possible. Si jamais vous avez besoin d'aide là, pour faire le test, vous pouvez toujours nous contacter et on pourra vous assister là, pour confirmer ou infirmer si le site est vulnérable. Et maintenant, le temps est venu à Guillaume d'intervenir pour le volet Fortinet. Super, merci Jean-Philippe. Effectivement, on se trouve à une journée un peu spéciale, une semaine un peu spéciale. Là, c'est une menace ou un problème qui a été découvert récemment qui atteint tellement de monde et tellement de systèmes que
C'est quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère. Des gens ne savent même pas qu'ils utilisent cette méthode-là ou qui sont vulnérables. Donc, évidemment, patché, on parlait tantôt de 2.15 qui a été la version corrigée pour protéger. Maintenant, la vulnérabilité est encore possible par 2.15, donc 2.16 est sorti. Je pense que tous les compagnies ou tous les manufacturiers ou tous les gens qui pourraient être impliqués là, dans la protection et les correctifs à apporter pour bien se protéger là, sont très actifs et proactifs à développer et se protéger là, de plus en plus. Les outils évoluent extrêmement rapidement. Là, on ne parle pas de développement en semaines ou en mois, on parle en heures et en minutes. Donc, évidemment, pour être tout à fait transparent, même certains produits de Fortinet qui utilisent ce type de protocole-là ont été vulnérables à la première minute, je pense qu'on a été extrêmement rapide pour patcher tous nos systèmes qui étaient potentiellement atteints ou vulnérables. Nous aussi, on a évidemment sorti des fonctionnalités, des signatures et des objets ou des choses pour pouvoir bien aider les clients et utilisateurs de Fortinet de se protéger adéquatement là, comme contre cette menace historique. Jean-Philippe l'a bien décrit, Nicolas l'a bien démontré là, avec sa démonstration, mais je voulais quand même revenir rapidement sur la technique utilisée. C'est quand même assez simple. Là, un attaquant qui veut atteindre un site web qui est, par exemple, dans ce cas-ci, il n'est pas exclusivement la seule menace possible, mais par exemple un site web public où est-ce que les gens doivent accéder au site web, donc un site web transactionnel ou informationnel qui est publié au public sur Internet, utilise des techniques extrêmement simples et des communications, comme Nicolas l'expliquait, le GNDI, qui envoie différents types de messages. Les plus populaires sont par exemple LDAP et DNS, mais il y en a d'autres, pour aller faire une communication avec le site web. Ensuite, le serveur, lui, va loguer cette communication-là et à partir de là, va, ici à l'étape 3, se connecter ou échanger de l'information vers un élément qui n'est pas reconnu, mais qui n'a pas d'authentification, donc va échanger de la communication avec l'attaquant ou le serveur qui est déployé par l'attaquant pour pouvoir échanger de l'information. Une fois que cet échange-là est fait, la vulnérabilité peut passer, installer, et souvent quand on voit des brèches ou des problèmes dans le domaine cybersécurité, les choses les plus évidentes sont qu'on peut consulter de l'information, ce qui est déjà très mal. On peut aller soutirer de l'information, mais dans ce cas-ci, à peu près tout est possible. Donc, on peut installer, on peut contrôler, prendre le contrôle, et ainsi de suite. Autre chose aussi qui est à noter, c'est que à peu près tout le monde utilise ça. À peu près, donc cette vulnérabilité-là touche beaucoup de systèmes, beaucoup de monde. Et on peut voir maintenant que c'est une attaque qui est utilisée par des opportunistes, c'est-à-dire qu'étant assez large, souvent on va avoir des attaques ciblées contre une industrie, contre une entreprise très spécifique. Dans ce cas-ci, on parle de balayage complet de l'Internet là, pour essayer de tenter de trouver les points où est-ce que les vulnérabilités n'ont pas été patchées pour essayer de prendre un bénéfice à ce type d'attaque-là. Fortinet a plusieurs produits qui peuvent aider à contrer. Souvent, quand on se protège en cybersécurité, c'est rarement un seul produit. C'est souvent une panoplie de produits qui travaillent ensemble pour essayer de bloquer au maximum là, les menaces potentielles qui sont exploitables, disons, par l'extérieur. Je voulais vraiment aujourd'hui parler de deux produits principaux qui sont très utiles et très efficaces là, contre ce type de menace-là. Le premier, évidemment, c'est que, comme on expliquait avant, l'attaquant essaie de connecter ou communiquer avec un site web transactionnel, par exemple. Donc, un WAF, un Web Application Firewall, donc un produit qui permet de protéger des sites web qui doivent être exposés à l'externe par des IP publics ou des communications qui sont souhaitées. Le produit de Fortinet, qui est un WAF, se nomme le FortiWeb. Donc, lui, déjà, peut faire une première ligne de défense entre la menace et le site web qui est exposé au public. Ensuite,
s'il n'y a pas de WAF ou si on réussit à se rendre au site, il y a quand même une possibilité de loguer ces strings-là GNDI et aller ensuite utiliser un autre produit comme le FortiGate, plus spécifiquement la partie IPS, donc méthode de défense qui va être utilisée ici pour éviter de communiquer avec ce serveur malveillant-là qui est exposé sur Internet. Évidemment, comme Fouad le mentionnait, ensuite, la protection de poste, soit par un EDR, un XDR, MDR, donc est très, très aussi pertinente et utile. Je voulais commencer par le FortiWeb, donc qui est l'outil de WAF de Fortinet qui permet déjà de bloquer les sites web. FortiWeb se vend là, sous plusieurs formes. Le but, c'est pas nécessairement de parler exactement comment, mais il y a différentes façons de déployer, d'utiliser FortiWeb. Donc, il y a évidemment des appliances physiques. Le plus populaire sont les machines virtuelles. Ce qui est pratique, c'est que c'est basé sur du CPU. Donc, c'est possible de déployer avec une certaine performance, une certaine capacité de protection et de grandir en ajoutant, si on veut, de la capacité sans nécessairement avoir à modifier ou déplacer la configuration ou la reconstruire ailleurs. Donc, plusieurs façons de déployer, mais FortiWeb est vraiment très, très pertinent dans ce cas-ci, très spécifiquement. FortiWeb, évidemment, comme plusieurs autres manufacturiers, on a sorti des signatures ou des protections qui sont capables de détecter et patcher certaines vulnérabilités. Donc, évidemment, on a les signatures dans FortiWeb qu'on peut retrouver sous l'onglet Web Protection dans les signatures. Donc, ils sont montés, sont disponibles dans les FortiWeb qui sont déployés. On a un organisme, nous, qui s'appelle FortiGuard, qui est notre, si on veut, intelligence centrale qui autant développe que teste et prépare et prévient certaines vulnérabilités ou problèmes potentiels de toutes catégories confondues. C'est aussi là que nos bases d'informations, nos bases de signatures, ainsi de suite, sont stockées et FortiGuard communique avec différents produits de Fortinet. Donc, entre autres, là, FortiWeb. Donc, les signatures ont été automatiquement ajoutées dans les FortiWeb disponibles. Ensuite, on a juste à enabler, par exemple, les différentes actions qui peuvent être prises par FortiWeb. La façon qu'un WAF est fait, évidemment, c'est une bonne façon de se protéger. Ce n'est pas la finalité, c'est-à-dire que c'est quand même extrêmement recommandé de patcher les logiciels. Donc, si on parle aujourd'hui de 2.16, il y a peut-être un 2.17 qui va sortir dans les prochains jours, peu importe. Évidemment, il faut quand même prendre action sur vos services, vos serveurs, s'assurer que tout est à jour et bien protégé. FortiWeb va juste être une interface qui agit en proxy. Donc, l'interface de l'attaquant doit passer par FortiWeb avant d'atteindre votre site web transactionnel. Donc, c'est une bonne façon de se protéger et bloquer les problèmes potentiels. On y revient, je voulais aller au FortiGate. FortiGate, c'est un produit, c'est notre firewall, c'est notre produit phare là, chez Fortinet. Évidemment, on déploie ça dans des environnements pour protéger des instances, des choses comme ça. Donc, plus spécifiquement, le firewall, la partie IPS, qui est le Intrusion Prevention System, c'est l'engin qui est utilisé en ce moment là, pour pouvoir détecter, bloquer les différentes façons d'intervenir ou de rentrer dans un modèle non souhaitable là, par votre site web et d'intégrer vos réseaux de façon assez discrète. Aussi, je voulais ajouter ça justement, c'est que souvent les types d'attaques, dans la majorité des cas, on sait qu'on est attaqué. Par exemple, un crypto ou une chose quand on se fait pirater ou quoi que ce soit, c'est rapidement su. Et après ça, on peut prendre des manières de se défendre ou de contre-attaquer ou de se protéger. Dans le cas de cette vulnérabilité-là,
il y a beaucoup de choses qui ne seront pas perçues. Donc, des gens qui vont pouvoir installer des choses ou des commandes ou des backdoors dans votre réseau pour pouvoir s'y attaquer. Et c'est quelque chose qui ne sera pas nécessairement détecté ou vu ou su des administrateurs qui gèrent la protection de ces sites web-là et des autres éléments d'un réseau. Donc, c'est extrêmement important de prendre tous les moyens possibles le plus rapidement possible pour s'y protéger. Parlant de rapidité, je parlais tantôt de opportunistes. Donc, les gens opportunistes ont rapidement été foncés sur cette vulnérabilité-là. On peut constater dans nos statistiques, là, on parle de Fortinet seulement, on parle de nombre de triggers IPS qui ont été détectés dans les derniers jours. Le 10 décembre, on parle d'environ 30-40 000 triggers IPS qui ont été constatés au moment où est-ce que l'événement est devenu public ou la vulnérabilité est devenue publique. Le 11, on parle de 1,6 million de triggers. Le 12, on parle de 3,1, 3,2 millions de triggers IPS. Donc, on peut voir que soit des bots ou des humains ou des compagnies ou des gens qui sont mal intentionnés ont décidé assez rapidement ou foncer, si on veut, vers cette vulnérabilité-là et été tenté de l'exploiter au maximum le plus rapidement possible. Donc, on ne parle pas de quelques mois de réflexion pour pouvoir aller patcher et corriger ça. Il faut absolument prendre action rapidement. On constate que c'est quelque chose qui est très, très critique. Dans un FortiGate, assez simple IPS à utiliser dans les menus, dans le fond Security Profile que l'on offre dans nos FortiGate. Donc, c'est là qu'on retrouve les différents profils de sécurité qu'on peut appliquer comme des antivirus, du web filtering et des choses comme ça. La partie Intrusion Prevention, qui est notre moteur IPS, on peut ajouter des sensors. J'en ai pris un ici, par exemple, là, je l'appelle Log4j. On peut créer des signatures et des filtres. On a, par exemple, ici, déjà les signatures reliées à Log4j et on peut déterminer l'action. Évidemment, ici, on souhaite bloquer tout ce qui est relié à cette vulnérabilité-là. Ensuite, une fois que le profil de sécurité qu'on a vu tantôt d'IPS est appliqué, on doit aller dans nos règles de sécurité, donc les firewall policy, et ajouter un filtre IPS, donc allumer la fonctionnalité et utiliser un filtre qui a la signature intégrée dedans. Dans la mienne, là, j'ai mis juste la protection contre Log4j. Normalement, il y aurait d'autres signatures potentielles, mais il faut bien comprendre que cette fonctionnalité est utilisée. IPS, c'est une fonctionnalité qui est relativement connue et utilisée par plusieurs manufacturiers. Souvent, ce qu'on constate dans les réseaux clients, c'est que c'est une fonctionnalité qui est disponible, mais peu utilisée. Donc, la fonctionnalité n'est pas souvent allumée pour plusieurs raisons, par manque de connaissances des fois. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que c'est un moteur ou un engin ou un mécanisme qui est quand même lourd à utiliser. Et souvent, des firewalls, soit vieillissants ou de modèles plus petits, ont de la difficulté à appliquer tous ces filtres-là sans nécessairement impacter la qualité d'expérience de l'usager en arrière. Donc, on constate que le firewall se met à forcer un peu et réduit un peu les performances reliées à ça. Donc, je voulais juste un peu parler de ça aussi. Il faut dire que rapidement, c'est clair qu'on voit du nord-sud, donc d'Internet vers un réseau ou d'un réseau vers Internet, du nord-sud qu'on appelle. Évidemment, les filtres IPS sont très pratiques et très utiles et fortement recommandés par Fortinet. Mais comme on a vu dans les questions, peut-être qu'on reviendra, il y a aussi des potentiels des choses à l'interne, soit un poste de travail, soit un élément qui est non publié sur Internet. Donc, on recommande aussi dans les règles qui sont Est-Ouest. Donc, par exemple, un usager vers un serveur qui les deux sont à l'interne. Dans ces règles de sécurité-là qui soient créées, on applique les filtres IPS quand même. Comme je parlais, la performance est souvent un élément qui fait que dans certains cas, on éteint des features en se sentant bien protégé pour pas impacter l'expérience utilisateur. Je voulais juste montrer rapidement que nos firewalls on est reconnu pour nos chips, nos ASIC,
qui sont capables de prendre en charge certaines fonctionnalités d'un firewall et qui ne soient pas gérées par le CPU directement. Et donc, on est capable d'offrir des performances très supérieures au marché en restant compétitif dans les modèles et dans les prix. Donc, ici, c'est un petit tableau, là, c'est pas nécessairement relié à IPS. On s'est comparé à la moyenne des manufacturiers, les compétiteurs qui ont été choisis pour compléter ce tableau-là. Là, c'était Palo Alto, Checkpoint, Meraki, VeloCloud, Viptela, et ainsi de suite, donc les grands joueurs là, de cette industrie. Et on peut voir, par exemple, qu'on a beaucoup plus de performance que la majorité des autres manufacturiers pour les mêmes types de produits grâce à nos ASIC et nos chips là, qui sont très performantes. Un petit exemple, nos modèles de base 40F, 60F, 80F, 100F, qui sont les modèles les plus répandus dans soit la petite entreprise ou dans des réseaux branch, on peut constater que rapidement, l'IPS throughput est capable de livrer des performances très, très élevées. Donc, on peut activer ces fonctionnalités-là sans s'inquiéter qu'il y aura une dégradation de la perception de performance par les utilisateurs qui utilisent des produits Fortinet. IPS, donc, c'est quelque chose qui, nous, on parle depuis toujours, mais qui est de plus en plus, si on veut, et surtout aujourd'hui, très, très important de déployer. Donc, on dit turn on IPS today. Donc, évidemment, appliquer ces politiques-là ou ces mécanismes-là de protection sur les équipements. Et ce qu'on peut aussi recommander, c'est que des fois, on upgrade un firewall, il reste un modèle qui est peut-être legacy ou d'une version antérieure. On peut redéployer ces FortiGate-là pour faire du IPS à niveau 2 à l'intérieur, justement, quand je parlais de Est-Ouest, pour pouvoir segmenter, pour pouvoir protéger des réseaux à l'interne. Voilà un peu là, les éléments que je voulais souligner pour ma partie Fortinet. OK, super, merci. Guillaume, j'aurais une question complémentaire. Tu parlais du volet IPS qu'il faut activer. Est-ce que des fois, certaines des protections que tu as parlé, puis je te pose des questions pas pour te mettre d'un coin, là, mais est-ce que ça prend des licences supplémentaires? Est-ce que il y a des choses des fois que les gens doivent penser à acheter à l'avance? Ben, en fait, nos FortiGate, la façon que le licensing fonctionne, c'est qu'on a base, le firewall, c'est aussi un routeur, c'est aussi une boîte SD-WAN, toutes ces fonctionnalités-là, il n'y a pas de licence additionnelle à prévoir pour utiliser ça. Ensuite, on a un package qu'on appelle le UTP, là, qui est le Unified Threat Protection, qui inclut tous les morceaux des profils de sécurité que je montrais, donc web filtering, application control, DNS filtering, toutes ces choses-là sont inclus dans notre package. IPS en fait partie. Donc, si la licence de sécurité est activée ou disponible sur un FortiGate, IPS en fait partie, il suffit de l'utiliser. Ce n'est pas une facturation qui est additionnelle là, sur ce morceau-là. Fait que, faut penser à prendre la partie UTM, puis c'est ça, puis de bien configurer les équipements. Souvent, nous, quand on va faire une révision de configuration Fortinet, FortiGate, ben là, c'est des faiblesses qu'on va retrouver sur des équipements. Fait que c'est important d'y penser à l'avance, de prendre et de configurer ces éléments-là complémentaires. Maintenant, si je fais un petit wrap-up de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a Nicolas qui a pu nous démontrer à quel point c'était facile d'exploiter la vulnérabilité. Oui, là, il a démontré qu'on ajoutait un fichier texte, là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est capable d'ajouter un fichier texte sur un équipement, ça veut dire que quelqu'un peut vraiment devenir administrateur du système. Et comme Guillaume mentionnait, c'est pas nécessairement parce que vous êtes, comment je dirais ça, c'est que ça se pourrait qu'il y ait quelque chose qui est installé
est latent dans votre environnement, puis que c'est dans 1 mois, 6 mois que là, vous découvrez finalement qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre système. Fait que c'est pas parce qu'il n'y est rien arrivé jusqu'à maintenant que vous n'êtes pas déjà infecté, puis qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a rentré dans votre réseau. Fait que là, pour clore sur le volet Fortinet, on a vu qu'il y a des moyens au périmètre de bien se protéger avec des FortiWeb, des FortiGate. Après ça, on a vu avec FWAD qu'on peut également protéger directement le serveur avec la suite des produits Trend Micro. Nous, de notre côté, bien sûr, on a toutes les connaissances, la capacité d'aider nos clients à bien configurer autant les systèmes de Trend Micro que de Fortinet. Et pour faire un lien avec la comparaison que je faisais du côté de Fortinet, si on pense à Trend, ce qu'on voit souvent dans les consoles antivirus, et de EDR, XDR, c'est que les gens oublient de bien monitorer leur console et de faire des suivis quand il y a des alertes. Fait que de notre côté, on est capable de vous aider à faire ces suivis-là. Et ici, je vais déjà amorcer un peu vers des questions que j'ai vues en cours de route. Je ne sais pas si elle est dans le Q&A, mais je la trouvais particulièrement intéressante. J'ai vu dans le chat à un moment donné quelqu'un qui disait, là, on parle du volet externe, mais est-ce qu'à l'interne, on peut être vulnérable? Puis oui, c'est le cas. C'est pour ça aussi que Guillaume parlait du SOS pour activer les modules de protection. Parce que là, on parle beaucoup de l'externe parce que c'est ce qui est actif en ce moment et tout ça, mais il suffira qu'un jour, quelqu'un développe et réussisse à infecter un ordinateur à l'intérieur du réseau, notamment via une attaque d'hameçonnage, et là, il va essayer d'exploiter depuis l'interne cette même vulnérabilité-là. Et là, les outils peuvent être plus difficiles des fois à utiliser. C'est pour ça aussi que de notre côté, on a des outils de balayage de vulnérabilité qu'on est capable de déployer à l'intérieur des réseaux d'entreprise et pouvoir confirmer ou infirmer si la vulnérabilité est présente. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut aider les entreprises. Et là, je vais juste repartager avant de passer plus officiellement à la période des questions. Je vais repartager mon écran pour reparler d'un lien qui a été partagé dans la fenêtre de chat qui se trouve être ce lien-là qui liste des applications pour confirmer si c'est censé être vulnérable ou pas vulnérable. Fait que ça, c'est pour devenir plus concret, là, parce qu'on dit oui, il y a des moyens de protection pour prévenir que l'attaque rentre, mais il faut y aller à la source, puis il faut mettre à jour nos systèmes informatiques et faire en sorte que là, on est blindé. Et bien là, ce lien-là, puis là, peut-être, je sais qu'il avait été partagé, mais Sylvain, si tu pouvais repartager ce lien-là. Et là, on va chercher, on pourra chercher, est-ce que, par exemple, je pense que j'ai vu une question qui parlait de VMware. Donc, est-ce que les produits VMware, vCenter se trouveraient être concernés? Là, je pense que je vais plutôt chercher vCenter. vCenter. Qu'on cherche au travers ça. Et là, effectivement, on voit qu'il y a 3 gammes. Il y a les versions, puis il y a une confirmation un peu si c'est-tu un fixe, c'est-tu un workaround. Donc, il faut aller voir chez notre fournisseur est-ce que la patch est disponible et tout ça. Et là-dedans, il y a une confirmation de c'est quelle version qui est affectée. Et également, ça serait est-ce que la patch est déjà disponible, etc. Et ça, assurément, là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a sûrement des mises à jour, des ajouts qui se font. Fait que c'est pas parce que... Nicolas, tu veux commenter? Ouais, je voulais juste dire ça va très vite, là, vous pouvez refresher, mettons. ça ressemblait à quand je faisais le refresh sur le nombre d'inscriptions à ce webinaire-là. Là. Mais c'est pas parce que vous faites la recherche aujourd'hui puis que vos systèmes, les systèmes d'exploitation ou autres produits n'est pas là, que dans quelques jours, ça se pourrait qu'ils soient ajoutés. Fait qu'il va falloir faire une surveillance constante
de ce côté-là. Fait que ça, c'est ce que je voulais partager là. Puis à ce moment-là, dépendamment aussi de votre entreprise, ça se peut que vous ayez une équipe TI interne. Ben là, si c'est ça, puis que vous êtes là aujourd'hui, allez voir votre équipe TI interne pour qu'ils commencent à faire ces validations-là s'ils n'ont pas déjà commencé. Après ça, si vous êtes avec un fournisseur informatique, bien là, je vous invite à communiquer avec votre fournisseur informatique qui pourra faire ces validations-là. Nous, de notre côté, oui, on est partenaire avec Trend puis avec Fortinet. Bien sûr, là, en ce moment, on priorise sur la protection de nos propres clients avec qui on a déjà des contrats et tout ça. Vous pouvez nous contacter, mais juste être conscient de l'urgence de la situation qui fait que ça se pourrait qu'on ne soit pas en mesure de répondre dans la minute près, mais on va pouvoir vous accompagner éventuellement. Mais oui, disons qu'il fallait déjà faire affaire avec nous, mais non. On va, on va pouvoir vous aider, mais il faut être conscient. Tantôt, je faisais des références avec le début de la pandémie. Puis pour ceux qui ont le profil entrepreneur, vous avez probablement contacté la BDC au début de la pandémie quand il y a eu tous les programmes de prêt. Ben, c'est un peu la même chose qui est en train d'arriver avec toutes les entreprises en TI, les entreprises en cybersécurité. On est très sollicité, puis ça se peut qu'il y ait des légers délais au-delà de ce qu'on offre généralement. Et là, maintenant, le temps est venu à aller à la période des questions. On a, oui, prévu là, de officiellement terminer à 13 heures, mais selon la disponibilité de nos panélistes, selon la disponibilité de vous aujourd'hui, on pourra continuer un petit peu plus là, sans problème et s'assurer là, qu'on puisse répondre au plus de questions possibles. Maintenant, je vais parcourir quelques questions qui pourraient avoir eu lieu. On verra, là, ça se pourrait que certaines que je sélectionne, on n'aille pas nécessairement la réponse. Nick, je ne sais pas, tu ouvrais ton micro. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu voulais en sélectionner une? Non, je voulais juste, je veux pas mettre les gars sous les lumières là, comme ça à froid, mais il y en a qui étaient directement pour Trent, pour Fouad, puis il y en a qui étaient directement pour Guillaume. Donc, vous pouvez voir là, dans les questions, là, les gens parlent de vos produits, donc c'était juste la petite notion que je voulais amener. Merci. Je vais regarder, je trouvais les questions. Oui, là, on les regarde live, là, donc ça se pourrait qu'il y ait des petits blancs, mais faites-vous-en pas, on est en train de regarder ça. Puis, on sait aussi là, que patcher, c'est pas toujours là, la chose évidente. Là, on vit pas dans on est conscient de la réalité des entreprises, on vit pas dans un monde de licorne. Ce qui est important aussi, là, c'est il y a une fonction, là, le lookup vers l'externe, donc depuis votre serveur vers l'externe, vers un serveur qui est non connus, là, ces lookups-là, ces requêtes-là peuvent être bloquées tout dépendamment du service que vous utilisez. Fait que ça, c'est déjà un gros step de bloquer ces requêtes-là qui sortent vers le monde extérieur. Donc, ça va être, c'est pas une patch, mais ça va bloquer des attaques. Oui. Maintenant, je vais en sélectionner une d'un certain Daniel qui demande pour ceux qui sont en télétravail, donc en mode un peu client-serveur, et qui doivent travailler sur une application qui est hébergée sur un serveur distant qui, lui, serait vulnérable. Là, ce que je comprends de la question, est-ce que les antivirus, les firewalls peuvent aider? Ben, c'est sûr, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, oui, s'ils sont configurés adéquatement, mais ça, si c'est sur un serveur d'un partenaire, par exemple, ben là, vous n'avez peut-être pas le plein contrôle sur le cycle de mise à jour, puis vous n'avez pas toute l'information à savoir si votre partenaire a bien configuré ça. Fait qu'à ce moment-là, ça va être un bon point de contacter votre partenaire, s'assurer qu'il a appliqué les recommandations, qu'il puisse vous confirmer s'il est toujours vulnérable ou pas. OK, ici, je suis en train de continuer. Je ne sais pas, Fouad et Guillaume, si de votre côté, il y en a une là, qui est prêt à répondre. Oui, je vois Fouad. Vas-y, Fouad. Oui. Donc, j'ai une question de Damien qui posait la question pour
tout ce qui est Deep Security et Workload One Security. Si ces vulnérabilités sont automatiquement appliquées sur tous les serveurs lors d'un run scan for recommendation, une scan automatisé de recommandation. Donc, la réponse est oui. Si vous avez le scan for recommandation automatisé, donc il va être appliqué automatiquement sur votre serveur pour protéger le Deep Security ainsi que Workload Cloud One Workload Security. C'est bon, merci Fouad. Là, j'en ai une que je sélectionne. Nick, tu verras si tu as bien la réponse. Là, c'est moi qui te mets sur le hot seat. C'est Steve qui mentionne pour tester leur Linux, ils ont roulé la commande sudo find /-name log4j étoile pour valider si la librairie était présente. Et là, s'ils ne trouvent pas la librairie, est-ce qu'ils seraient non vulnérables? La deuxième partie, je ne peux pas confirmer. Je sais que c'est une commande que j'ai vue là, dans un des Git, là, dans les projets Git. Il y a comme plusieurs façons là, de détecter, voir si cette librairie-là est là. Je sais que oui, c'est une façon. Est-ce que je ne pourrais jamais te dire si elle n'est pas là, je ne suis pas vulnérable, je ne vais pas là aujourd'hui. Donc, à toi de voir pour la deuxième partie. Oui, bien, à ce moment-là, il y a peut-être par les balayages de vulnérabilité exact. ou ça pourrait être un autre moyen de reconfirmer. Fait que là, on aurait fait les validations localement, plus les validations d'un point de vue réseau. Fait que là, d'un point de vue réseau, là, on va être plus certain à ce moment-là. Est-ce que Guillaume avait un point? Ouais, ben là, j'ai vu 2-3 questions par rapport potentiellement pour les télétravailleurs reliés à EMS, donc le FortiClient, qui est l'application qui permet de, entre autres, là, créer un tunnel SSL VPN vers une autre infrastructure. Le produit EMS lui-même n'est pas vulnérable. Donc, pas de risque de ce côté-là par rapport à notre produit. Mais je dois quand même ajouter que dans le FortiClient payant, donc celui avec le serveur EMS, les signatures ont été ajoutées là, pour les non-exploits. Donc, si on utilise les fonctionnalités IPS du FortiClient, on peut même ajouter là, une couche de protection par rapport à un télétravailleur ou quelqu'un qui est à distance. Je vois une question qui demande comment créer une règle IPS. Pour nous, Trend Micro, c'est automatisé, donc vous n'avez pas besoin de créer la règle. La règle elle va être disponible puis poussée par Trend Micro. Il faut juste simplement l'activer dans votre système. Et si vous avez une scan de recommandation automatisée, il va se faire automatiquement sur les systèmes sans avoir besoin de prendre action de votre côté. Un peu peut-être compléter sur IPS, excuse-moi Jean-Philippe, mais justement... tu dois sûrement faire la même chose que j'allais te Quelqu'un me demande si on peut utiliser plusieurs règles IPS, par exemple, sur le même FortiGate. Effectivement, on peut créer plusieurs profils IPS avec différentes composantes dans ces triggers-là ou ces règles-là. Et ensuite, on peut les appliquer par policy. Donc, par exemple, par Internet, une policy Est-Ouest, on peut aller chercher différents composantes là, dans des différents profils IPS qui peuvent être montés. On peut en monter autant qu'on veut sur un FortiGate et ensuite les appliquer granulairement sur les différentes règles de sécurité. C'est bon. Je vois une question que je ne répondrai pas exactement à ce que la personne s'attend, là, mais il y en a une qui, c'est Samir, si on utilise le IPS de Trend et FortiGate ensemble, c'est quoi la recommandation, les recommandations? En fait, ce que je pourrais déjà dire de ce côté-là, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de conflit là, à avoir. Ça peut être complémentaire selon le contexte. Il y en a un qui, si par une advertence, la configuration ferait qu'il y a quelque chose qui passe au travers le Fortinet parce que quelqu'un aurait ouvert ou n'aurait pas activé le IPS sur ce volet-là en particulier. Là, le trend va pouvoir l'attraper. Par là, je ne dis pas que c'est parce que le produit Fortinet n'est pas bon, ce serait plus à cause d'une configuration spécifique. Et là, j'ai vu la question qui vient de disparaître, mais bon, là, il y avait un autre élément que je voulais mentionner, mais là, je viens de le perdre. Mes gens ont été rapidos. Par la suite,
Ah oui, là, ça me revient ce que je voulais dire. Là, je ne sais pas s'il a été ajouté dans le chat, mais autant pour Trend que pour Fortinet, il y a des articles qui ont été produits pour justement valider comment valider que c'est bien activé dans nos systèmes ou valider la configuration et tout ça. Fait que là, on verra voir si on est capable de vous le communiquer dans le chat. Ça, Sylvain ou Cindy, vous pourriez peut-être regarder pour l'ajouter, à moins que Guillaume et Fouad soient en mesure de le faire directement. Ici. Peut-être aussi juste ajouter, quelqu'un m'a demandé comment aller chercher les signatures IPS dans les FortiGate. Est-ce qu'on doit le downloader, l'uploader, downloader de quelque part, uploader sur le gate pour pouvoir l'utiliser? C'est des choses qui sont automatiquement poussées par FortiGuard. Donc, quand les licences sont actives sur un FortiGate, il y a une communication avec FortiGuard. Les nouvelles signatures de tout ce qui est Zero Day ou tout ce qui est, ça c'est vrai pour des virus, des bots, n'importe quoi qui pourrait être détecté, entre autres pour les signatures IPS aussi. Donc, directement, quand on va dans Security Profile, Intrusion Prevention, on crée un nouveau règle IPS et si on va ajouter la signature, on fait juste une recherche LOG, ça va nous sortir plusieurs signatures possibles qu'on peut ajouter au profil de sécurité. Donc, ils sont automatiquement ajoutés dans un FortiGate. Il suffit d'aller la chercher et de l'appliquer sur une règle de sécurité, qu'elle soit nord, sud, est, ouest, ou peu importe le détail souhaité. Parfait. Je vois une question qui s'adresserait plus à toi, Fouad, mais là, je ne sais pas s'il va y avoir la réponse parce qu'il y a la personne dit avoir un message d'erreur. Je ne voulais pas le mettre sous le gun comme ça. Tu pourrais peut-être juste le prendre en note puis en revenir à ce moment-là en privé ou quoi que ce soit, comme tu préfères. Donc, il y a un article là, qui finit par faire une erreur, mais ça pourrait peut-être, si ce n'est pas spécifiquement, on pourrait essayer soit sur un autre browser, fait que c'est peut-être ça qui pourrait causer ça. Donc, soit sur Chrome, laisser sur Firefox. Fouad, c'est pas dans le ajouter quelque chose. Ouais, je voulais juste dire à Fouad, c'est pas dans le chat, c'est vraiment dans la partie Q&A. Ah, okay. Ouais, excuse. C'est pour l'application pour tester les sites? Non, ça va être pour votre règle. Donc, je pense que ça va être une question un peu plus précise là, au contexte à ce moment-là. Mais si tu pourrais faire un suivi peut-être après le... OK. Je te laisserai, si jamais tu as la réponse live, Fouad, tu nous le diras. Mais live est un petit peu plus difficile à adresser. Parfait. Ici... je suis en train de juste la lire, voir si c'est une question applicable. Là, j'ai Luc qui mentionne un utilisateur qui accède à des serveurs sur le web qui serait vulnérable à partir d'un PC, iPad, iPhone. Quel est le risque d'être affecté par son poste? Je vais commencer quelque chose, puis Nick, au besoin, en tout cas, on verra si tu me contredis, mais ce qui arrive, c'est le poste en tant que tel, dans un premier temps, la question qu'on pourrait se demander, c'est est-il vulnérable? Là, pour ça, j'aurais tendance à aller valider dans la liste que je vous parlais tout à l'heure, mais c'est certain que de manière générale, c'est plus les serveurs généralement qui sont affectés. Par contre, le poste, lui, qui se connecte à un équipement qui serait infecté, la conséquence va plus dépendre de qu'est-ce que les pirates informatiques auraient fait. Fait que s'ils ont pris le contrôle du serveur, là, oui, ils pourraient installer des éléments malicieux qui feraient en sorte que les postes clients soient infectés. Donc, si on pense à votre site web, là, ça veut dire que vos clients qui se connectent sur votre site web, au début, eux autres n'avaient pas de conséquences, mais là, il y aurait un pirate qui aurait modifié votre site web qui vise à infecter chaque visiteur. Fait que ça, c'est un exemple de conséquences. Nick, je ne sais pas si tu as je ne sais pas si j'ai bien compris la question. On va prendre le cas, par exemple, de moi, je suis l'attaquant, par exemple, avec mon poste qui attaque un serveur web. À ce moment-là, c'est sûr qu'il n'y a rien qui se passe de mon côté. Mais il y aurait le cas de Minecraft qui met en doute ma théorie sur ta question. Minecraft, donc il y a un serveur qui est vulnérable, mais tu as aussi ton client sur lequel toi tu joues. Donc, moi, je joue sur mon client qui se connecte à un serveur.
il faudrait que je réétudie le cas plus particulièrement, mais je me souviens plus si j'attaque le serveur Minecraft, évidemment, je vais avoir accès peut-être à certaines choses des clients qui sont connectés au serveur. Je pense que c'est des cas vraiment plus précis, là, comme le cas de Minecraft, mais je pense que si tu googles un peu sur comment ça se passe avec Minecraft, ça va te donner une bonne idée, là. C'est vraiment les gros touchés là, par ça. C'est vraiment une, une deuxième pandémie pour Minecraft. Je vois Cindy qui a ouvert sa caméra. Est-ce que c'est parce que tu avais des questions à nous suggérer? Non, parce que tu as arrêté ton partage. Ah, Je peux- bon. Mais si tu peux me voir, je peux enlever la caméra tout de suite, c'est correct. Non, mais c'est correct. Euh, Ici, je vais juste voir, je vais juste vous présenter quelques dernières informations, puis après ça, on pourra voir s'il reste quelques questions, parce que je vois le temps qui file. Et ici, c'est un peu pour ça que je voulais repartager du matériel. Là, dans un premier temps, vous allez voir un écran blanc. Pendant que tu partages, je vais profiter d'un commentaire. On a évidemment 1 heure pour participer à ça. Un SIEM, c'est quelque chose d'extrêmement pertinent, effectivement, pour pouvoir collecter là, et suivre l'évolution des vulnérabilités. Merci, Guillaume. Donc, le petit élément qui sort de la vulnérabilité d'aujourd'hui, mais qui est quand même important parce que ce qui arrive, c'est qu'avec tout ça, il y a plusieurs entreprises qui vont avoir besoin d'accompagnement en cybersécurité. Et si vous êtes une entreprise, à ce moment-là, il y a des subventions qui existent. Je vais en parler de 3 en particulier. Il y a une subvention qui provient du CNRC Paris, qui est une entité du gouvernement fédéral. Après ça, je vais vous montrer un peu plus ce qui est possible avec INSECEM, qui est, se trouve à être la grappe industrielle du domaine de la cybersécurité au Canada, et également via un programme de Prompt qui se trouve à être un organisme qui dépend d'Investissement Québec. Donc, pour ceux qui voudraient avoir de l'accompagnement du côté du CNRC Paris, ce qui est possible d'avoir si vous êtes une entreprise innovante, c'est d'avoir une subvention de 25 heures pour 250 $. Et là, ça, c'est un programme qui est ouvert en continu, mais c'est certain que les disponibilités vont souvent dépendre là, du gouvernement avec le 31 mars, etc. Et souvent, si vous avez déjà un conseiller CNRC Paris, il y a un document de type 1 page à compléter. C'est relativement simple. Vous dites, on aimerait ça travailler avec CyberSWAT et après ça, on va se faire attribuer le dossier pour vous accompagner. Par la suite, du côté de INSECEM, c'est une subvention qui provient de Développement économique Canada, qui est une aide à la conformité cybersécuritaire Canada. Encore là, un 25 heures pour une somme d'environ 2000 $, qui devient beaucoup moins cher que si vous l'aviez fait en direct. Aussi un programme en continu et généralement avec une rencontre, un document de type 1 page, les gens d'INSECEM vont pouvoir vous attribuer ça, vous demander que CyberSWAT peut vous aider. Et finalement, Prompt, il y a une aide à la conformité pour aller chercher des certifications en sécurité, fait que vous n'avez pas besoin d'être une entreprise en cybersécurité et que là, vous pouvez faire financer 50% des montants jusqu'à 300 000 $. Le programme il est ouvert en ce moment jusqu'en 2023. Il y a plusieurs formulaires, par contre, ça peut être un petit peu plus compliqué. Les montants sont plus importants, fait que c'est sûr qu'il y a plus de justification. On peut vous aider là-dedans. Et je vais quand même mentionner, puis après ça, on va terminer avec les différentes questions. De notre côté, si vous avez eu l'invitation, peut-être vous savez déjà, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, on a une page Facebook pour pouvoir nous suivre. On a également une page LinkedIn. Vous pouvez chercher CyberSWAT ou encore Trend Micro ou encore Fortinet, bien sûr. Ils ont leur propre canal. Et on a souvent des articles de blog. Si vous voulez vous inscrire à notre mailing list, ça sera possible via notre page. Puis là, bien sûr, on avait publié un article sur la vulnérabilité d'aujourd'hui. Et je voudrais dire merci à nos partenaires. Merci de votre participation à tous aujourd'hui.
Vraiment, tout le monde a pu se mobiliser. Moi, j'écrivais à Guillaume, à Fouad, on était là en fin de semaine, live pour dire, OK, on se coordonne, voici, ça a vraiment été un effort là, incroyable, surtout dans le peu de temps d'assurer une collaboration de plusieurs joueurs comme ça. À l'équipe interne chez SuperSweat, c'est mobilisé. Puis là, on est actif là, à toutes les heures de ce temps-là. On est en communication avec des clients pour s'assurer que les systèmes sont sécuritaires. Fait que lâchez pas, allez vérifier si vos systèmes sont mis à jour et appliquez les bonnes pratiques là, par rapport à vos équipements de télécommunication et d'antivirus. Et c'est ce qui fait le tour un peu du matériel qu'on avait. Fait que pour ceux qui, bien sûr, doivent retourner au travail, merci d'avoir été là. Et pour ceux qui sont encore curieux des autres questions qu'ils pourraient avoir, on peut encore poursuivre quelques minutes. Puis là, justement, je vois là, on a monté, je pense, à approche 250, un petit peu plus personnes qui étaient là en live. Fait que ça a vraiment été super. Et là, je vais redépartager. Oui, je vais juste retourner à la question qui avait parlé de log inspection, juste pour clarifier. Log inspection, ce qu'il fait, c'est qu'il va analyser le système d'exploitation, puis il va voir s'il y a des comme un événement suspicieux dans le système. Okay? À partir de ça, ben, on peut envoyer ces informations sur un SIM. Là, on parle du IPS qui est Intrusion Prevention. C'est là où on va trouver la règle pour Log4j qu'on peut appliquer dans le système pour prévenir ou ce genre d'attaque dans notre système. Donc, faut juste avoir les deux, Log Inspection et Intrusion Prevention. Intrusion Prevention pour faire un scan, puis pour le scan, on peut appliquer la règle automatiquement dans le système si on le désire, sinon on peut le faire manuellement. Parfait. Merci bien. Là, il restait quelques questions, mais que je vois d'ouvertes dans le Q&A, mais que je pense qu'on a fini par y répondre pas mal. Fait que ça va. Je ne sais pas si dans le chat, là, je vais plus parler à toi, Cindy, ou Sylvain, s'il y avait d'autres éléments. Je sais qu'il y avait des questions qu'on avait reçues aussi lors de l'inscription, mais qu'on se doutait qu'il y en a plusieurs qui allaient être répondues en cours de route, mais ça nous a aidé à structurer la présentation d'aujourd'hui. Cindy, tu as ouvert ton micro. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Non, c'est juste pour te dire que généralement, si je ne fais pas d'oubli, les questions du chat ont été mises dans le Q&A où les gens sont auto-répondus aussi, c'était le fun. Merci à vous deux, d'ailleurs, Cindy et Sylvain qui ont fait la job de bras pendant un gros merci à Sylvain parce qu'il a été une machine à répondre. Il y a combien de questions qui ont été répondues pour le fun? On a quand même 37 questions qui ont été répondues et Sylvain a pas mal répondu à tout le monde. Donc, merci Sylvain pour ta job de l'ombre. C'est lui le vrai hacker, en fait, il se c'est ça, exactement. Il n'a pas le droit d'ouvrir sa caméra pour pas qu'il soit identifié. Fait que, super. Merci bien à tous. J'espère que vous avez apprécié la présentation d'aujourd'hui. Là, l'enregistrement semble avoir bien fonctionné. Donc, de notre côté, on va faire le montage de tout ça et recommuniquer avec vous pour vous donner le lien vers le volet vidéo, puis vous pourrez repartager ça à vos collègues, entrepreneurs et compagnie. Merci bien. Merci à toute l'équipe CleverSWAT. Merci. 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 Bye. Merci. Merci, Guillaume. Bonne journée à tous. Bye.